Radio Prague International fête ses 90 ans et à cette occasion, nous vous proposons de retracer l'histoire de la station des années 30 jusqu'à nos jours pour ce 3e épisode aujourd'hui. Retour avec Paul-Henri Perrin sur la manière dont les émissions internationales de la radio tchécoslovaque ont été affectées par le printemps de Prague, puis par l'invasion du pays par les troupes du pacte de Varsovie. This is Radio Prague, Czechoslovakia. Drazí krajany, transoceánské spojení na krát. Attention. Radio Prague International. 90 ans sur les ondes. La seconde moitié des années 1960 en Tchécoslovaquie est souvent qualifiée de période de dégel. La situation politique s'assouplit quelque peu et un vent d'espoir souffle sur le pays. L'esprit réformateur n'épargne pas la radio tchécoslovaque et ses émissions destinées à l'étranger. L'époque de l'idéologie exacerbée est révolue, la Tchécoslovaquie s'ouvre alors au monde et le monde en retour s'ouvre à la Tchécoslovaquie. C'est dans ce contexte qu'en 1964, par exemple, le célèbre théâtre Laterna Magica est autorisé à se rendre à l'ouest pour se produire au Carnegie Hall à New York. Au micro de Radio Prague, son metteur en scène, Václav Kaštík, était fier de louer la coopération avec ses collègues américains. Američtí partneři zajišťovali každý detail, téměř každý střih, protože v Americe, jak víte, tempo... Les partenaires américains se sont occupés des moindres détails de chaque transition, car comme vous le savez, ces éléments jouent un rôle très important en Amérique. Il ne doit pas y avoir une seconde de répit, tout doit aller de l'avant jusqu'à l'apothéose. V New Yorku absolvoval, zvlášť když zpíváme česky. Malgré un assouplissement incontestable, la censure continue de régner dans tous les médias tchécoslovaques, et Radio Prague ne fait pas exception. Le vocabulaire et le ton n'évoluent que lentement. Voici par exemple comment, en 1966 encore, Anton Korman évoquait la prise du pouvoir par les communistes dans une émission destinée aux compatriotes installés en Amérique. Mnohým u vás sa to nepáčilo, lebo sme im tým pokazili ich vlastné plány. Beaucoup d'entre vous n'ont pas apprécié cette tournure car nous avons ainsi contrarié vos propres projets. Il ne fallut pas longtemps cependant pour que se désagrège la coalition de guerre que votre inoubliable Roosevelt avec Churchill et Staline avait forgée dans la lutte contre Hitler et ses bourreaux. Quelques mois passèrent et déjà le sang innocent coulait autour du 39e parallèle en Corée. Il nous tenait donc à cœur, chers compatriotes, de vous montrer à travers nos émissions quotidiennes la façon dont nous pensions et ce que nous faisions. Jusqu'à présent, nous recevions très peu de journaux de chez vous et ceux qui nous parvenaient arrivaient de façon irrégulière. Vous-même n'aviez guère accès à notre presse. Nous nous connaissions donc assez mal. Aussi attendions-nous chacune de vos lettres avec impatience et recevions-nous chacun de vos mots avec une immense satisfaction. C'était pour nous la preuve que, malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent et malgré tous les Dulles et les McCarthy, votre intérêt pour la vieille patrie demeurait intact. Et finalement... Dostal jsem dotaz týkající se cenzury. J'ai reçu une question concernant la censure. La censure a cessé d'exister, les amis. Hurrah! Ústřední výbor komunistické strany odsouhlasil v březnu 1968 konec cenzury. En mars 1968, le comité central du Parti communiste approuve la suppression de la censure. Le printemps de Prague commence. Radio Prague, qui jusqu'alors avait servi exclusivement à diffuser les idées du socialisme, se met elle aussi à émettre librement, comme en témoigne Pavla Jaizirova, qui travaillait en 1968 au service francophone destiné à l'Afrique. Le printemps de Prague était un sacré événement. Du jour au lendemain, toutes sortes de journaux et de magazines sont apparus. Nous allions voir des films italiens. C'était une époque merveilleuse, surtout pour nous, les jeunes. Nous débattions de Dubček et du socialisme à visage humain, à notre plus grand bonheur.
Lorsque les émissions ont commencé à différer un peu par leur ton de celles d'avant, les auditeurs ont-ils réagi? Ont-ils perçu un changement? Bien sûr qu'ils ont réagi, et si je me souviens bien, ils n'ont pas toujours réagi positivement. Et d'ailleurs, comment exiger de personnes vivant dans des régions aussi éloignées, parfois dans des villages reculés, qu'elles comprennent ce que signifiaient les changements politiques en Europe? Les dires de Pavla Jazirova sont confirmés par les nombreuses lettres reçues par le service international. Les auditeurs européens et les Tchécoslovaques installés aux États-Unis accueillaient généralement favorablement la nouvelle orientation de la politique tchécoslovaque, ainsi que la manière dont le service extérieur en rendait compte. En revanche, les auditeurs d'Amérique latine ou d'Afrique percevaient ce tournant avec davantage de réserve, comme leur relève Tomáš Dufka, directeur des archives de la radio tchèque. Les réactions les plus empreintes d'incompréhension provenaient notamment des pays d'Afrique et d'Amérique latine. Dans ces pays qui avaient connu la décolonisation, les émissions internationales tchécoslovaques avaient bénéficié d'une large audience. La Tchécoslovaquie disposait alors d'un espace important pour y exercer son influence et sa propagande. Puis, du jour au lendemain, ces émissions ont changé de ton, allant parfois même jusqu'à questionner la voie suivie par le pays. Les réactions des auditeurs de ces pays ont donc sensiblement différé de celles observées dans le reste du monde. Alors que les auditeurs du tiers-monde comprennent difficilement ces changements, les dirigeants communistes des pays voisins, eux, les comprennent parfaitement et les voient d'un très mauvais œil. En Allemagne de l'Est, le chef des communistes, Walter Ulbricht, va même jusqu'à faire brouiller les émissions internationales de la radio tchécoslovaque, et ce, dès le début du mois de mai 1968. Une décision tout à fait inédite entre États dits frères qui a marqué Bedřich Utitz, l'ancien responsable du service germanophone. Lors d'une visite officielle d'Ulbricht à Prague, la question de la suppression de la censure chez nous a été évoquée en conférence de presse. Il a alors déclaré « Chez nous, nous n'avons rien à supprimer puisqu'il n'existe aucune censure ». Évidemment, j'ai rediffusé par la suite cette déclaration 3 ou 4 fois en ajoutant systématiquement « À la demande des auditeurs qui subissent le brouillage, nous répétons la déclaration du camarade Ulbricht ». Bien entendu, ce genre de choses les irritait au plus haut point. Au point que notre ministre des Affaires étrangères, Jiří Hájek, à son retour d'une visite officielle en RDA, m'a confié, après une interview, qu'il avait passé la plus grande partie de sa visite à écouter des plaintes concernant mes émissions. Les réactions des auditeurs arrivent toujours en grand nombre au service international. Mais durant le printemps de Prague, l'audience de la station a été décuplée. Partout dans le monde, les événements en Tchécoslovaquie suscitent un vif intérêt, ce qui se traduit par un afflux de courriers en provenance notamment de France et des pays germanophones, comme en témoigne la lettre d'un certain Paul-Marie Lantoine, auditeur de la station. Je vous souhaite que les objectifs de Dubček se réalisent. Bénéficie-t-il du soutien de la majorité des Tchèques? Les Tchèques seront-ils capables de résister à Moscou? Leur liberté n'est-elle pas limitée par les Russes? Quels sont les intérêts des Russes? Pourrais-je recevoir le manifeste des 2000 mots? Ce à quoi le service international a répondu: Depuis votre dernière lettre, l'évolution de la situation a apporté une réponse à certaines de vos questions. Les négociations de Černá-nad-Tisou et de Bratislava se sont achevées dans une atmosphère de compréhension mutuelle et d'amitié. Nous regrettons de ne pas disposer d'une traduction française du manifeste des 2000 mots. Le directeur des archives de la radio tchèque, Tomáš Dufka, estime pour sa part que la réponse a été envoyée au début du mois d'août 1968, tandis que la lettre elle-même date probablement de juillet de la même année. Včera, dne 20. srpna,
Hier, le 20 août 1968, vers 23h, les troupes de l'Union soviétique, de la République populaire de Pologne, de la République démocratique allemande, de la République populaire de Hongrie et de la République populaire de Bulgarie ont franchi les frontières de la République socialiste tchécoslovaque. Cette intervention a eu lieu à l'insu du président de la République. Le printemps de Prague prend fin avec l'entrée des troupes du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie dans la nuit du 21 août 1968. Les armées de 5 pays communistes envahissent le pays. Radio Prague en rend naturellement compte, au moins durant les premières heures de l'occupation. Elle continue d'émettre en langues étrangères et devient ainsi une source d'information essentielle sur les événements en Tchécoslovaquie, non seulement pour ses auditeurs habituels, mais aussi pour les médias étrangers. This is Radio Prague, Czechoslovakia, broadcasting continuously in English, French, German and Italian. Les émissions sont diffusées principalement en direct et ne sont généralement pas enregistrées. Certaines séquences ont toutefois été conservées soit par des stations de radios étrangères qui les ont archivées, soit par les auditeurs eux-mêmes. We are transmitting in the 49 meter band on 6.055 megacycles. Rédacteur en chef adjoint de Radio Prague durant les événements d'août 1968, Richard Zeman témoigne. J'étais alors responsable de l'information dans les émissions destinées à l'étranger. Je me souviens que la première dépêche a été rédigée par le jeune Karel Vix et nous l'avons immédiatement diffusée à l'étranger. Je ne suis arrivé qu'à 5 heures du matin et je suis resté jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on nous expulse. Nous pensions qu'ils ne nous mettraient pas dehors, alors nous étions allés acheter des conserves et de l'alcool pour être en mesure de tenir aussi longtemps que nécessaire sur place. Finalement, ils nous ont tout confisqué et expulsés. Il y a eu plusieurs scènes assez marquantes. L'une d'entre elles s'est produite lorsque Karel Hrabal, alors directeur du service international, a réuni les jeunes journalistes dans son bureau. Il nous disait de ne pas avoir peur, que toutes ces armes ne tiraient que des cartouches à blanc, qu'il n'allait tout de même pas nous tirer dessus à balles réelles. Et au même moment, une rafale de mitraillettes a éclaté. Les balles ont atteint le plafond de son bureau, formant un nuage de poussière. Nous nous sommes tous jetés au sol, puis nous nous sommes éclipsés en rampant. Quelques bureaux plus loin se trouvait Jana Hořinkova, alors jeune technicienne du service international de la radio. Elle aussi a gardé un souvenir précis de cette journée. Je ne suis arrivée qu'à 1h30 de l'après-midi. Je n'avais pas pu venir plus tôt. À 18 ans, j'ai vu pour la première fois de ma vie un homme mort allongé dans le hall de la radio. Quand j'aurais dû être au travail plus tôt, je suis allée présenter mes excuses. Mon chef m'a alors dit « à partir de maintenant, uniquement en russe ». Cela m'a surprise et encore aujourd'hui, je ne sais pas si elle plaisantait ou s'il était sérieux. En réalité, nous ne faisions guère autre chose que regarder ce qui se passait. Je suis restée ici jusqu'à 7 heures du soir. Ensuite, on nous a dit ceux qui veulent passer la nuit ici peuvent rester, sinon rentrez chez vous, nous fermons le bâtiment. Radio Praha, Československo. Le bâtiment de la radio tchécoslovaque étant désormais occupé, une solution de rechange doit être trouvée. Le service international reçoit alors l'aide des communistes italiens. Ces derniers diffusaient déjà depuis plusieurs années, en coopération avec Radio Prague, leurs propres émissions vers l'Italie. Comme ils séjournaient et travaillaient à Prague dans la clandestinité, leur rédaction et leur studio ne se trouvaient pas dans le bâtiment principal de la radio tchécoslovaque, rue Vinohradska, mais dans une villa du quartier de Nusle à Prague. C'est de là que le service international a continué d'émettre. Depuis la villa de Nusle, les journalistes du service international préparent des émissions de 10 minutes destinées au monde entier, en anglais, en italien, en français, en allemand et en espagnol. Richard Zeman se souvient.
Quelques mois plus tard, en 1969, à une époque où il était encore possible de voyager à l'étranger, j'ai été invité par la radio ouest-allemande. Ils m'ont confié qu'ils avaient écouté ces émissions et qu'elles avaient été particulièrement instructives pour eux. Ils ont ainsi pu suivre en détail ce qui se passait ici. Rusové nikdy nenašli tu budovu. Dokonce je Les Russes n'ont jamais trouvé cette villa de Nouslet. Pour l'anecdote, un jour, l'un des Italiens a vu un char russe s'arrêter devant la maison. Il s'est alors dit « ça y est, ils nous ont trouvés ». Mais le soldat russe qui en est descendu est simplement allé uriner au coin de la rue. Il s'est donc rassuré. Bon, ça va, tout va bien. Les Russes n'ont jamais trouvé cette radio. Mais plus tard, le parti communiste, pas celui de Dubček, mais celui d'après l'invasion, a tout de même fermé la station. Raconte le chercheur Ulriko Bovo. Cette scène, l'ancien journaliste du service international Karel Vix l'a vécue. Il témoigne. Je me souviens très bien, c'était dans la rue na Květnici à Nouslet. Un jour, un char a remonté la rue, tout le monde a eu peur. Dans cette zone pavillonnaire, le plan d'évacuation prévoyait que nous passions par les jardins pour nous enfuir. Nous nous sommes donc précipités vers le trou dans une clôture pour essayer de nous échapper. Manque de chance, devant moi, Nef n'arrivait pas à passer par l'ouverture dans le grillage. J'étais prêt à abandonner quand finalement le char est reparti. L'histoire tend à se répéter. 30 ans après avoir combattu, en 1938, les mensonges de la propagande nazie, Radio Prague et son service international se retrouvent de nouveau engagés dans une lutte acharnée contre la désinformation, orchestrée cette fois-ci par les troupes d'occupation soviétiques. 2 semaines plus tard, le 9 septembre, les soldats soviétiques évacuent finalement le bâtiment de la radio tchécoslovaque. Les journalistes peuvent alors regagner leur bureau et les stations recommencent à émettre, y compris Radio Prague. Richard Zeman raconte. Les Russes partis, nous sommes retournés à la radio. La situation était désastreuse. Il a d'abord fallu tout désinfecter. Ils avaient tout pillé, tout ce qu'ils pouvaient. Après quelques temps, on a recommencé à émettre normalement. Il faut dire que les équipements n'étaient pas aussi complexes qu'aujourd'hui. Il ne restait plus nourriture ni boisson. Un collègue francophone, Josef Tsintsibus, qui avait dans son bureau à la radio exposé des photos de Staline, Lénine et Marx, ainsi que des slogans de propagande, m'a raconté que les soldats, croyant qu'il s'agissait d'un coin rouge, avaient préféré ne pas y entrer. Les rédactions reprennent leurs activités, mais le 21 août a laissé des traces. La société et les médias commencent à se refermer à nouveau. C'est le début de la période dite de normalisation, à savoir le retour de la censure et de la pleine soumission au pouvoir communiste. Městská správa veřejné bezpečnosti v Praze sděluje, že dnes kolem 15. hodiny se na Václavském náměstí Dans le but de réveiller la société et de la pousser à résister à l'occupation militaire, l'étudiant Jan Palach s'immole par le feu sur la place Venceslas à Prague le 16 janvier 1969. Ces funérailles constituent l'une des dernières grandes manifestations contre l'apathie sociale naissante. A záchranná služba ho odvezla do nemocnice k ošetření. Motiv činu se vyšetřuje. No, já si ještě pamatuju, že jsem vlastně reportovala. Je me souviens avoir fait un reportage sur les funérailles de Jan Palach. Comme tous les autres jeunes, j'ai très difficilement vécu l'immolation de Palach. La radio observait le silence. Toute la journée, nous n'avons diffusé que de la musique funèbre. Il n'y avait aucune émission, pas même de service international. Se souvient Pavla Jazirova. Le printemps de Prague est définitivement terminé. À Radio Prague aussi, les purges commencent. Ceux qui s'étaient engagés pendant la période de changement politique doivent partir, tout comme ceux qui avaient exprimé leur désaccord quant à la présence des troupes soviétiques.
Le service international est désigné comme l'un des principaux foyers de la contre-révolution par la nouvelle direction du Parti communiste, de l'État et de la radio tchécoslovaque. Étonnamment, cette catégorisation a pu être facilitée par l'analyse des lettres envoyées à Radio Prague durant la période dite de dégel. Le directeur des archives de la radio tchèque, Tomáš Duvka, explique. L'analyse a été particulièrement poussée. C'est aussi pour cela que les lettres ont été conservées. Elles ont été classées, numérotées et des passages ont ensuite été traduits et cités. L'objectif était clair, effectuer une purge au sein du service international. À partir de ces lettres d'auditeurs, on a même dressé un portrait des personnes du service international dont il fallait se séparer. Rien ni personne n'a été épargné. Même les étrangers ont dû rentrer dans leur pays après 68. Potom už přišly dotazníky v tom slova smyslu, že musíme souhlasit. Par la suite, des questionnaires nous ont été adressés, nous enjoignant de déclarer que nous approuvions l'entrée des armées fraternelles. Je ne l'ai pas signé. On voulait aussi que nous adhérions à certaines organisations comme l'Union socialiste de la jeunesse ou l'Union des femmes, que je n'y ai pas adhéré. Et je dois dire que j'ai été sincèrement soulagée qu'ils me renvoient. Ce n'était pas à moi de partir et d'ailleurs, je n'aurais pas pu. J'aimais trop mon travail. Je leur suis d'ailleurs encore reconnaissante aujourd'hui de m'avoir licenciée et de m'avoir ainsi empêché de me corrompre intellectuellement. Tak já jsem jim za to do dneška vděčná těm soudruhům, že vlastně mě tenkrát vyhodili. Confie Pavla Yazayurova, ancienne journaliste au service francophone de Radio Prague destiné à l'Afrique. Richard Zeman et Karel Vix poursuivent. Já jsem byl vyveden z rozhlasu. J'ai été littéralement expulsé de la radio, c'était au début de l'année 70, le 1er février peut-être, je ne me souviens pas exactement. Je suis parti également en 1970, si je ne me trompe pas. Presque tout le monde était déjà parti avant moi. L'époque voulait que nous soyons remplacés par une nouvelle génération et ceux dont on n'arrivait pas à se débarrasser étaient tout simplement remplacés sur les ondes par de la musique. L'ancienne technicienne puis réalisatrice du service international, Jana Hořinkova, se souvient elle aussi de cette période. Beaucoup de nouveaux employés sont arrivés dès 1969, une quinzaine au début. Nous les appelions la jeunesse, la nouvelle jeunesse léniniste. Ils étaient recrutés juste après le baccalauréat et entraient directement en tant que cadres. Certains savaient parler des langues étrangères, d'autres ne savaient pas, mais affirmaient fermement qu'ils apprendraient en 6 semaines. On les croyait, ils entraient à la rédaction et devenaient généralement chefs. Le chef, lui, n'avait pas vraiment besoin de maîtriser les langues puisqu'il ne passait pas au micro. Il se contentait de signer pour valider les contenus destinés à être diffusés. Cela était connu de tous, y compris du rédacteur en chef, et cela ne posait pas de problème. Presque tous les journalistes expérimentés qui avaient souvent travaillé de longues années à Radio Prague sont donc contraints de partir. Le service italien est également supprimé, non seulement parce que ces journalistes s'étaient solidarisés avec leurs collègues de la radio, mais aussi parce que l'ensemble du Parti communiste italien avait condamné l'invasion. La période de crise de 1968-1969 a constitué le test le plus difficile pour l'intégrité de chaque citoyen de notre pays et en particulier pour les responsables politiques. La grande majorité a tenu bon, mais nombreux furent aussi ceux qui ont échoué. Un trait essentiel de la morale de l'homme socialiste, comme l'a souvent montré Vladimir Ilitch Lénine, est l'honnêteté envers la classe ouvrière, le parti, le peuple et la nation. Nous soulignons cela car durant la période dite du processus du renouveau, toutes les valeurs fondamentales et principes de la morale communiste ont été piétinés par ses initiateurs. Observait le commentateur Karel Šimon à propos du printemps de Prague.
Nous sommes alors en 1979 et le service international vit à nouveau sous une censure stricte. La station est redevenue un fidèle instrument du Parti communiste et de son gouvernement. Radio Prague devra encore attendre 20 ans pour connaître à nouveau son propre printemps.